Je vous prie d'accueillir M. Babinet, Bertoncini et Giuliani. Alors bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gilles Babinet, Yves Bertoncini et Jean-Dominique Giuliani. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour cette journée dédiée à l'Europe. Si cette conférence s'articule autour de cette question principale, l'Europe va-t-elle si mal? C'est parce que vous êtes tous trois experts de la question européenne et également car vous êtes des défenseurs de cette Europe. En effet, Gilles Babinet, si votre parcours entrepreneurial est bien rempli avec la création de 9 entreprises, vous avez été également président du Conseil national du numérique en 2011 avant de devenir depuis 2012 le digital champion de la France auprès de la Commission européenne. Vous êtes donc chargé de mettre la stratégie numérique au cœur des enjeux européens et de mutualiser les différents savoir-faire et projets en lien avec le numérique. Yves Bertoncini, vous avez quant à vous été directeur de l'Institut Jacques Delors, Institut de recherche européen, et depuis décembre 2016, c'est en tant que président du mouvement européen France que vous évoluez. Le mouvement a pour vocation de regrouper des personnes et des associations désireuses de s'engager en faveur de la construction d'une Europe dans une perspective plutôt fédérale, notamment en faisant progresser le débat sur l'Europe. Jean-Dominique Giuliani, pour votre part, vous avez été conseiller spécial à la Commission européenne entre 2008 et 2010, mais depuis 2000, vous dirigez la Fondation Robert Schuman, qui constitue l'un des principaux think tanks de l'Europe. Votre mission est d'œuvrer en faveur de la construction européenne, et pour cela, vous développez des études sur l'Union européenne et ses politiques, bien sûr, et ainsi enrichissez et stimulez le débat européen. Nous allons pouvoir, à l'occasion de cette conférence, avoir un échange d'une quarantaine de minutes pour développer et aborder de nombreux sujets relatifs à l'Europe, avant de passer ensuite aux questions du public. Alors notre première question est une question d'actualité. En ce moment, les médias font le bilan des 6 premiers mois d'Emmanuel Macron à l'Élysée, et vous avez tous les trois vu en son élection un nouveau souffle pour l'Europe. Donc, qu'en est-il maintenant et pouvez-vous nous donner votre bilan de ces 6 premiers mois? Oui, la France est de retour en Europe. La France s'intéresse en Europe. J'arrive de Berlin, j'y étais hier, donc je peux vous le dire. Pourquoi? Parce que vous connaissez notre pays, qui est en fait une vieille monarchie républicaine, et l'exemple vient souvent d'en haut, même si l'initiative et l'innovation viennent d'ailleurs. L'exemple vient d'en haut. Et le président a fait une campagne pro-européenne, avec des sentiments et des convictions européennes très profondes, mais décontractées, vieillissant ainsi un discours politique complètement enquisté, je pense que Yves sera d'accord avec moi, dans des vieilles oppositions, souveraineté, europhobie, critique de la technocratie. En fait, quand on critique l'Europe, on passe notre temps à le dire, on se critique nous-mêmes, parce que l'Europe, c'est une union volontaire d'États souverains qu'ils demeurent et qui veulent rapprocher les peuples d'Europe. Et donc, lorsque l'Europe est malade de ces États, que ces États regardent passer les balles, et Dieu sait si l'environnement géopolitique, géoéconomique change à une vitesse considérable, si les États membres de l'Europe ne s'emparent pas de l'Europe pour l'adapter, eh bien, évidemment, il ne se passe rien. Et nous avons connu des années un peu d'indifférence à l'égard de cette construction qui a apporté beaucoup de choses positives, on y reviendra, et qui a bien sûr besoin de se repenser, de se relancer, de s'adapter toujours en permanence. Et on répondra, j'imagine, tout à l'heure à la question que vous avez posée, qui correspond un peu à ces vieilles pensées. L'Europe va-t-elle si mal? Non, l'Europe va pas mal. L'Europe, ça reste la première puissance économique du monde, ça reste la première puissance commerciale, 25% du PIB mondial, le premier marché de consommation du monde, devant la Chine, devant les États-Unis. Mais évidemment, il y a des problèmes économiques, d'adaptation. Bien sûr, on voit bien que l'économie ne sera plus jamais comme avant, que ce soit les critères de compétitivité, que ce soit la manière d'aborder la politique monétaire, la politique environnementale, etc. On pourrait sur tous les sujets décliner comme ça un état des forces et des faiblesses de l'Europe. L'Europe reste forte,
Elle a des faiblesses surtout pour l'avenir. Elle s'interroge, en quelque sorte. On pourrait traduire en langage contemporain, un peu abusif, la formule de Descartes. Je pense donc je suis, je doute donc je suis européen. Je doute en permanence que je fais bien, j'ai toujours l'impression que je fais mal. Moi, je constate que c'est en Europe qu'on veut immigrer, premier continent d'immigration du monde, c'est pas sans poser de problème, on en parlera. Je constate que, matière technologique, on n'a pas à rougir, on a plutôt à faire en sorte que nos innovateurs ne partent pas ailleurs, mais ils sont chez nous, ils existent. La preuve, il y en a même un aujourd'hui, à côté de nous. Je pense que sur le plan social et sur le plan juridique, nous avons l'ensemble de droits le plus protecteur des libertés individuelles et collectives. C'est à peu près reconnu dans le monde. Nous n'avons pour l'instant pas succombé, à l'exception de nos amis britanniques, aux poussées populistes, au repli national qu'on voit un peu partout dans le monde. Et nous sommes, malgré la crise, malgré les doutes, malgré les difficultés, nous sommes encore au sommet de la pyramide et tout le monde nous regarde dans le monde. Je suis d'abord content d'être avec vous ici. Je suis assez d'accord, comme souvent, avec ce que vient de dire Jean-Dominique. Merci pour cette occasion d'échanger. J'essaie de répondre à votre question sur l'apport d'Emmanuel Macron sur les sujets européens. En venant vous voir avec cette invitation à jouer au docteur, comme si on était à la petite école. L'Europe va-t-elle si mal alors qu'on est plus dans une grande école. Je pensais à cette expression qu'on a utilisée à propos de la Turquie, à un moment, l'homme malade de l'Europe. Vous savez, l'Europe, comme l'a dit Jean-Dominique, repose sur ses États membres. Et pendant un moment, l'Allemagne a été l'homme malade de l'Europe, d'ailleurs. Et puis, il y a eu la Grèce, l'Italie. Et puis, dans la période récente, on se demandait si ce n'était pas la France. Et donc, je réponds à votre question, dans un premier temps, en disant que l'un des premiers apports d'Emmanuel Macron, qui est essentiellement psychologique, d'ailleurs. Il y a une forme d'effet placebo. C'est vrai qu'il plaît, il a plu aux Français, il plaît aux Européens, avec des nuances, on y reviendra. C'est un apport psychologique. La France a l'impression qu'elle pourrait aller mieux. Et d'une certaine manière, il a misé sur la confiance. Il a essayé de rompre avec moi ce que j'appelle le franco-scepticisme, c'est-à-dire cette idée qu'on ne va pas y arriver, que tout est foutu, et que d'ailleurs c'est la faute à l'Europe si ce n'est pas la faute à la mondialisation. Le principal apport d'Emmanuel Macron, c'est déjà celui-ci. Alors on verra si ça dure. On verra si cette idée, effectivement, comme dit Jean-Dominique, de ne pas assumer les décisions à Bruxelles ne va pas revenir. Parce qu'Emmanuel Macron le dit, l'Europe, c'est nous. Bon, j'espère qu'il continuera à le dire, sans se défausser un jour sur l'Europe, alors que ça sera toujours nous. On verra si les choses tournent mal, il ne va pas redire que tout ça, c'est la faute à l'Europe ou à la mondialisation. Mais premier apport, celui-ci. Il y a un deuxième apport. C'est la victoire d'Emmanuel Macron contre l'europhobie. L'europhobie, il faut bien la distinguer de l'euroscepticisme. L'euroscepticisme, les euroscepticismes d'ailleurs, c'est les doutes qu'on peut tous avoir, je le confesse, même moi, vis-à-vis de la façon dont l'Europe fonctionne et décide. Mais l'europhobie, c'est autre chose. C'est détester tellement l'Union européenne qu'on veut la quitter. Le Front National a longtemps professé cette thèse. Il a été lourdement défait, d'ailleurs, y compris sur ce sujet. Et il est en train d'essayer assez laborieusement d'en tirer les conséquences. Mais donc l'apport d'Emmanuel Macron, concrètement, c'est de classer le débat, je pense de manière assez définitive, en tout cas en termes politiques, sur est-ce que oui ou non la France doit faire partie de l'Union européenne. Oui, les Français souhaitent qu'on fasse partie de l'Union européenne et de l'Union monétaire. Voilà. Bon. Et je crois que d'ailleurs c'est le cas pour tous les autres pays, sauf malheureusement les Britanniques, qui ont décidé de partir. C'est d'ailleurs bien leur droit, on peut sortir de l'Union européenne, ce n'est pas une prison. Mais les autres peuples ne veulent pas. Et donc ça va recentrer le débat maintenant sur, puisqu'on est là-dedans, qu'on ne se demande plus si on va en sortir, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors c'est là qu'effectivement l'apport d'Emmanuel Macron reste à mesurer. Il y en a au moins un, et j'essaie d'être positif jusqu'au bout, c'est qu'au-delà de la période récente où l'Europe a souffert d'une succession de crises qui lui a donné une indigestion presque à un moment, des maux de tête, il y a des poussiers de fièvre par-ci par-là, si je file la métaphore médicale, ça a été ce que Jacques Delors appelle une Europe de pompiers. Voilà, on est allé de crise en crise, et puis les chefs d'État et de gouvernement notamment, parce que les crises étaient là, ont dû passer de l'une à l'autre, parfois en les amplifiant d'ailleurs. Emmanuel Macron essaye d'avoir une vision. Voilà. Le discours de la Sorbonne,
c'était un autre discours à la jeunesse, c'est une vision d'ensemble, une Europe d'architectes, voilà, avec parfois quelques accents prophétiques. Donc on sort de l'Europe des pompiers, des maçons, et l'apport donc d'Emmanuel Macron, c'est d'essayer de développer un discours un peu plus visionnaire en se tournant vers le monde, parce que je crois, comme Jean-Dominique, que d'ailleurs c'est en se tournant vers le monde qu'on peut peut-être se dire, non pas seulement que effectivement le modèle européen, malgré toutes ses imperfections, n'est pas si mauvais au regard du reste du monde, y compris d'ailleurs de l'Amérique telle qu'elle est incarnée par Donald Trump. Je ne parle pas de la Chine et du reste, mais aussi que peut-être en regardant le monde, on a des intérêts conjoints et une identité commune et donc une vocation à poursuivre cette aventure commencée à 6, qu'on va donc poursuivre à 27 et peut-être un peu plus. Je dis juste une dernière chose, pour quand même payer mon tribut au doute qu'évoque Jean-Dominique. Moi, j'ai un petit doute sur la façon dont le président Macron, bien que tenant des discours unitaires, n'a pas pour ambition de promouvoir une toute petite Europe à quelques-uns, parce que ça, c'est dangereux pour la cohésion de l'ensemble européen. Je ne crois pas que les Allemands, d'ailleurs, le suivront volontiers dans cette direction-là. Bien sûr qu'il faut aller plus loin sur certains sujets, et d'ailleurs, il n'y a pas de raison de forcer les États membres qui ne veulent pas y aller, mais il faut faire très très attention à la manière dont toute cette relance, lui il dit refondation, de la construction européenne va être organisée au cours des prochaines années. Je voudrais au préalable vous remercier d'avoir organisé ce débat parce que je crois qu'une des choses dont on a vraiment besoin, c'est de parler de l'Europe. L'Europe est souvent un concept trop abstrait qui fait qu'un certain nombre de fantasmes s'y rattachent et c'est souvent en ayant l'opportunité d'en débattre qu'on se rend compte qu'on a fondamentalement besoin de l'Europe et je crois qu'on peut d'ailleurs se féliciter de voir que vous êtes venus nombreux ici, ce qui montre que l'Europe est vivante, est plus vivante que jamais. Alors, à l'égard de votre question, je crois que moi je suis un peu à la conjonction de deux phénomènes qui sont portés par le président de la République, qui est à la fois il est pro-européen et il est pro-start-up, pro-numérique. Ce qui fait que, si vous voulez, j'ai un regard qui est particulièrement biaisé. C'est-à-dire que je me retrouve à la fois dans des cercles qui sont européens et numériques. Et je peux vous dire que j'ai effectivement vécu ce changement d'état d'esprit. On est passé... Moi, je peux vous raconter une anecdote simple. C'est que quand je vais à l'Europe, une fois par an, on fait une sorte de tour de table des digital champions et on exprime chacun ce que l'on perçoit de ce qui se passe dans notre pays. Et quand on faisait ça il y a quelques années... Eh bien, j'avais vraiment ce sentiment que je représentais le pays malade. Le pays malade, et tout le monde s'arrêtait, m'écoutait, alors que quand vous avez 28 personnes qui parlent, même 3 minutes, vous apercevez que ça fait vite beaucoup de temps, et donc les gens ne sont pas forcément toujours attentifs, mais quand je parlais, on m'écoutait parce qu'on disait « le pauvre ». Et c'est quelque chose qui a radicalement changé. C'est très impressionnant de voir que les gens deviennent, pour ainsi dire, envieux, ils se rendent compte qu'il y a une sorte de momentum qui est en train de se cristalliser dans votre pays. C'est vrai à l'égard des instances européennes, quelles qu'elles soient, mais c'est aussi vrai quand je vais aux États-Unis. Je peux vous dire qu'il y a une sorte de... Alors aux États-Unis, je pense qu'il y a quelque chose d'un petit peu différent. Il y a le fait que finalement, le président Macron, c'est un peu l'antithèse du populisme qui est apparu, que vous évoquiez à l'instant. Et puis au-delà de ça, il a tenu bon, il défend, il a pour ainsi dire un leadership sur les sujets d'environnement, et c'est quelque chose qui est tout à fait présent. Donc je crois qu'effectivement, la politique, c'est beaucoup plus de la perception que de la raison, et à cet égard, le travail a été fait, et c'est tout à fait, ça ouvre des opportunités de transformation qui sont importantes, et ça ouvre notamment une parenthèse, sans doute, de repolitisation de l'Europe, parce que quand vous êtes dans les institutions européennes, parfois vous avez un petit soupçon que c'est un peu technocratique et que ça mériterait d'avoir une vision collective. Et on commence à voir, effectivement, le discours de la Sorbonne en fait partie, des articulations de ce que pourrait être un projet européen. Parce qu'on doit être capable d'énoncer ça, même si on rentre dans une ère qui est profondément transversale, horizontalisée. Je crois qu'il faut qu'on arrive à cristalliser une vision politique. Je serais très heureux que
ces débuts d'affirmation de l'idée d'un continent qui est tourné vers la modernité et en même temps qui a comme première valeur l'humanisme, soit une affirmation politique forte et qu'on construise l'Europe autour de ces notions-là, ce qui nous différencierait des deux autres grands blocs de la planète. C'est le début de ce qu'a commencé à faire Emmanuel Macron. Ça doit être affirmé et ça doit être, au-delà de ça, traduit en termes d'actes concrets, politiques. Il y a quelques textes qui commencent à ébaucher cette idée-là, mais c'est ça, je crois, l'espoir qu'a suscité l'avènement du mandat d'Emmanuel Macron. Très bien, alors on a évoqué le Brexit et on se demandait si est-ce que d'une certaine manière on ne pourrait pas dire que le Brexit a finalement été bénéfique pour l'Union européenne dans la mesure où il a relancé le débat et également qu'il a permis la sortie d'un pays qui a historiquement toujours été à moitié dans l'Europe. J'y vais parce que comme ça j'ai une métaphore médicale à poursuivre là. D'abord, le Brexit n'a pas encore eu lieu, oui. Mais en termes médicaux, c'est une amputation. Ça fait mal quand même, une amputation. C'est programmé en plus, on a le temps de l'avoir arrivé. Ça va surtout faire mal à nos amis britanniques qui se tergiversent un peu sur la façon dont ils doivent s'y prendre. C'est l'amputation d'un membre. Alors, c'est pas un membre inférieur, les deux jambes. Les deux jambes, c'est la France et l'Allemagne. Donc l'Europe continuera à marcher, même sans les Britanniques. Mais on va quand même se couper un bras. Hein. Donc c'est pas exceptionnel, à mon avis, hein, pour l'Europe dans le monde et son fonctionnement futur. Y compris d'ailleurs parce que maintenant que les Russes, depuis longtemps, essaient de nous diviser, maintenant que Donald Trump n'est plus à la tête des États-Unis d'Amérique le grand protecteur militant pour l'unification de l'Union européenne qu'on a connu chez tous ses prédécesseurs, avec des arrière-pensées certes, mais quand même. Maintenant que la Chine nous regarde et peut nous diviser, si en plus les Britanniques, une fois dehors, continuent à essayer de nous diviser, ça va faire beaucoup de monde. C'est pour ça que je pense qu'il faut que la France soit unitaire pour deux, parce que si en plus la France s'y met, je ne sais pas ce qui restera de l'Union européenne dans son ensemble. Il y aura donc cette amputation qui est programmée. Alors, dans votre question, il y a cette idée que peut-être elle est salutaire parce qu'il y avait une sorte de gangrène, vous voyez, et donc après tout, quand on coupe une partie qui est gangrénée, ça va revigorer le reste de l'organisme. Je dirais, sous le contrôle de Jean-Dominique, qui connaît bien les sujets de sécurité collective et de défense, qu'on a déjà vu effectivement un ou deux éléments qui vont dans cette direction parce que les Britanniques bloquaient deux ou trois petites choses là, dans l'émergence du pilier européen de l'Alliance Atlantique qui ont été débloqués. Un fonds européen pour la recherche en matière de défense, une forme de quartier général européen, coopération structurée permanente. Bon, donc ça illustrerait ce propos un peu optimiste sur le fait qu'après tout, ils s'en vont et tout ira mieux. Bon. C'est d'abord dû au fait que le contexte géopolitique est porteur pour qu'on aille plus loin en matière de défense, parce qu'il y a des dangers. Et puis aussi parce que l'oncle Trump nous y pousse en disant, dans son style à lui, allez-y, mettez-vous à dépenser en matière de défense, vous ne le faites pas. Bon. Mais pour le reste, il ne faut pas quand même, à mon avis, surestimer l'apport positif du Brexit. Je vais prendre seulement un ou deux exemples pour clore mon propos. Du point de vue français, pendant longtemps, on a pensé que, par exemple, en matière sociale, l'Europe sociale n'avançait pas à cause des Britanniques. On va quand même pouvoir se rendre compte que l'une des raisons pour lesquelles elle n'avance pas, c'est parce qu'il y a des pays en Europe bien plus vertueux que nous en matière sociale, les pays nordiques, qui n'ont, pour cette raison, pas du tout envie que l'Europe vienne se mêler de leurs affaires sociales. Parce que tout va bien pour eux, ils ont des normes sociales très élevées, et ils n'ont pas envie que l'Union européenne vienne y mettre le doigt. Et donc on se cachait un peu sur un sujet comme ça derrière les Britanniques. Et même chose en matière fiscale. En matière fiscale, oui, certes, les Britanniques pouvaient ne pas militer fortement pour la convergence fiscale, mais enfin, ce n'est pas les seuls, il y en a encore d'autres qui resteront avec eux, après eux. Donc voilà, moi je pense d'abord, malheureusement, si je joue au docteur, donc c'est une mauvaise chose, que c'est une amputation et que globalement, ça va plutôt nous affaiblir que nous régénérer. Petite nuance pour ma part, je suis d'accord avec ça. Je suis très frappé du fait que quand le vote du 23 juin de l'année dernière est intervenu au Royaume-Uni, une espèce d'angoisse
s'est emparée de tout le monde. C'est terminé. Le Brexit, ce n'est plus un sujet d'actualité pour l'Union européenne. Elle a ses propres projets de développement. Le président français, la France, y prend sa part en réinvestissant dans l'Europe. Nos amis allemands sont toujours bien ancrés, contrairement à ce qu'on peut lire dans la presse française, dans des convictions européennes fortes. Nos amis des États fondateurs aussi. Et curieusement, ceux qui nous ont rejoints le plus récemment n'ont pas du tout envie de quitter l'Union européenne, même quand ils ont des différends majeurs avec l'Union européenne. Je pense aux Polonais, aux Hongrois ou à d'autres. Donc, si vous voulez, ce n'est plus un sujet. C'est un sujet délicat, difficile. On va essayer de le traiter le mieux possible. Michel Barnier fait un super boulot, à la fois très compréhensif, mais en réalité, on est en train de payer un règlement de compte à l'intérieur du Parti conservateur, où une centaine de députés britanniques ont pris en otage l'ensemble de l'intérêt général de leur pays, et après tout, ça ne va pas changer le cours de l'Europe. Et je le dis d'autant plus que je vois que Mme May, qui a quelques difficultés à gérer cette situation-là, elle fait machine arrière. Son discours de Florence est « j'ai besoin d'une période transitoire parce qu'il faut, dit-elle, je la cite, il faut éviter le choc de quitter le marché unique ». Quel hommage au marché unique dont on ne parle jamais, y compris chez nous. On parle des travailleurs détachés, etc. On ne parle jamais que notre prospérité économique, on la doit au marché unique. La prospérité du marché de l'économie britannique, on la doit pratiquement au moins pour les 2/3 à son arrimage au marché unique européen. Donc on va essayer de gérer ça au mieux. C'est effroyablement complexe. Ils sont l'otage des populistes. Il y a, j'en ai encore rencontré il n'y a pas longtemps, des députés britanniques qui sont complètement hors sol. Évidemment, ils n'ont jamais parlé de l'Europe à leurs concitoyens. L'ambassadrice de France en Allemagne m'a raconté que pendant la campagne, au Royaume-Uni, m'a raconté que pendant la campagne électorale, il y a un Britannique qui met dans son jardin un drapeau européen. Son voisin a appelé la police parce qu'il croyait que c'était un drapeau de Daesh. Et alors, on lui dit, mais vous fichez de nous, etc. Il dit, mais non, qu'est-ce que c'est un drapeau européen? Mais oui, nous sommes membres de l'Union européenne. Mais non, nous ne sommes pas membres de l'Union européenne. 43 ans après avoir y adhéré. Donc la responsabilité des hommes politiques, de la classe politique britannique, elle est totale. Donc maintenant, ils ont créé ce problème. C'est d'abord leur problème, ce n'est pas le nôtre. Nous ne mettrons pas sur la table la remise en cause du marché unique. C'est ce que nous avons de plus précieux. Je vous rappelle ce que c'est, le marché unique. On abolit les frontières entre nous, on a les mêmes règles, on a une commission qui est gardienne de nos engagements et une cour de justice qui décide, et ça s'applique à nos cours et à nos tribunaux. C'est la stabilité, c'est la condition de la prospérité. Et en matière économique, croyez-moi, il n'y a pas beaucoup de continents qui sont aussi certains pour les investisseurs, pour l'activité, que le régime juridique protecteur du marché unique, même si on peut regarder de temps en temps aux États-Unis leur capacité extraordinaire à lever des fonds, etc. Mais la stabilité du marché unique, on ne la remettra pas en cause. Et donc, les Britanniques veulent rester, on voit bien. Ils avaient un pied dedans, un pied dehors, ils aimeraient bien avoir un pied dehors, un pied dedans. On voit bien, c'est ça leur situation. Mais on l'acceptera, mais pas au prix d'une amputation des règles qui ont fait le succès économique de l'Europe. Moi, j'ai un point de vue qui est un peu plus, je crois, ce que je vis au quotidien lorsque je suis à Bruxelles ou ailleurs, et qui est peut-être un peu technique, c'est-à-dire qui est sur les textes sur lesquels j'ai eu l'occasion de travailler. Et encore une fois, c'est un prisme qui est réduit, mais néanmoins, ce qui m'a impressionné, c'est que ceux qui étaient le plus allants à l'égard de ces sujets numériques, c'était les Britanniques. Ils étaient généralement présents, ils avaient travaillé, ils maîtrisaient ces sujets, et finalement, ils ont été d'un soutien déterminant dans beaucoup de textes que vous connaissez. Si aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir une forme de roaming voix et data européen sur votre téléphone mobile, c'est en partie grâce aux Britanniques. Et si j'étais un peu méchant, je vous dirais que
le pays qui a menacé de faire un veto, c'est un autre pays que vous connaissez bien, qui est plus proche de nous. Et donc, j'ai revu ça sur le GDPR, j'ai revu ça sur d'autres textes assez techniques, et pour moi, la perte des Britanniques est un vrai regret. J'ai vu d'autres pays qui avaient une vision beaucoup moins politique à l'égard de ces sujets et qui s'en servaient un peu pour faire du levier en monnayant leur voix pour d'autres textes. Et j'ai trouvé ça regrettable. Donc je crois que c'est tout à fait dommageable. Ce que je pourrais faire comme commentaire plus général, c'est que en matière de numérique, les Britanniques se trouvent un peu à mi-chemin entre les États-Unis et l'Europe. C'est-à-dire que c'est souvent une forme de cheval de Troie pour finalement essayer de trouver une zone de conciliation sur certains textes entre la position américaine, qui n'est pas toujours la position européenne, et la position européenne continentale. Ça avait des défauts et ça avait des avantages. Mais maintenant, nous n'avons plus le choix. Il va nous falloir nous construire notre propre doctrine en matière de numérique. Et je crois que ça va nous obliger à un niveau d'exigence que nous n'avions pas nécessairement jusqu'à présent. Alors encore une fois, il y a une forme de nouveau momentum, un paradigme qui apparaît à la fois politique avec l'élection de notre président et en même temps une compréhension plus élaborée de l'importance de ces sujets qui fait que sans doute on va s'en emparer en étant un peu plus allant. Mais je regretterais, et je continue à regretter, le départ des Britanniques, qui, c'est un commentaire personnel, me semble impossible. Je ne vois pas, en tout cas sur mes sujets, comment est-ce qu'on peut se retirer de ce qui est déjà signé et comment est-ce que l'on peut exister, sachant que l'une des grandes caractéristiques de la révolution digitale, c'est les effets de taille critique. Si la Chine et les États-Unis sont les leaders de cet univers, c'est parce qu'ils disposent d'une taille critique de 320 millions de personnes d'un côté, 1,4 milliard de l'autre, et ça vous permet d'avoir des pistes d'envol pour vos startups, entre autres choses, qui sont efficaces. Et ce pays qui se prévaut d'avoir une puissance numérique, qui d'ailleurs est avérée, je pense que c'est une remise en cause fondamentale de leur capacité à continuer à se déployer s'ils venaient réellement à quitter l'Europe sur ce terrain-là. Merci. Une des raisons qui explique cet euroscepticisme dont le Brexit est un symbole est le manque de confiance des populations envers l'Union européenne, sachant que ceci est dû au fait qu'elles ne savent pas ce que fait l'Union européenne concrètement, ni en quoi cela influe sur notre politique intérieure. En effet, d'après un sondage IFOP, un quart des Français ne connaît pas l'existence des fonds européens, et donc ne savent pas qu'ils financent des projets en France. Mais au fond, n'est-ce pas la faute de nos pouvoirs publics qui n'allouent pas à l'Union européenne la place qu'elle devrait avoir dans la vie politique ? Car aujourd'hui, on voit nos relations avec l'Union européenne comme des relations diplomatiques, alors que les actions de l'Union européenne ont des conséquences directes sur la politique intérieure de notre pays. Oui, 3 fois oui. Vous avez donné les réponses, bien sûr. C'est la responsabilité de nos hommes politiques nationaux d'inscrire leur action dans la politique européenne qu'ils conduisent. C'est pour ça que je me félicitais, comme nous tous, d'avoir un président qui s'inscrit dans une démarche européenne. Moi, j'aimerais qu'à chaque Conseil des ministres, le mercredi, dans la presse nationale, on puisse faire mention de la manière dont s'inscrivent les décisions du gouvernement français dans les politiques européennes et dans ces décisions européennes. En réalité, c'est un sujet sur lequel nous avons beaucoup travaillé, le sentiment des Européens. Il est double, n'est-ce pas ? Comme le disait mon ami Yves, quand vous interrogez les peuples, au fond, à l'exception des Britanniques, y compris les Grecs à qui on a imposé des potions douloureuses, les Espagnols, les Portugais, les Irlandais, quand vous les interrogez en plein fort de la crise, ils ne veulent pas quitter l'Europe, ils ne veulent pas quitter l'euro. Et je pense que les Français sont exactement dans la même pensée. Et que l'ensemble des peuples européens, les Polonais, les Hongrois, ne veulent pas quitter l'Europe. Ils ont parfaitement compris de quoi il s'agissait. 70 ans de stabilité et de paix sur notre territoire. Moi, j'ai calculé, ça fait 500 ans que ce n'est pas arrivé à mon pays, la France. Michel Serres dit que ce n'est pas arrivé à l'Europe depuis la guerre de Troie. Donc, je lui laisse la responsabilité de ces calculs. Et donc, c'est la condition principale
du développement d'une société démocratique moderne, capable de s'adapter aux exigences importantes du moment et qui nous impose une adaptabilité considérable, telle que vous venez de le laisser entendre. Et alors, en réalité, l'attente des citoyens que vous citez par ces sondages, c'est qu'ils veulent que l'Europe bouge. Ils ont compris que l'immobilisme n'est plus une option, mais c'est valable pour nos États, c'est valable pour nos entreprises, c'est valable pour nos intellectuels, c'est valable pour tout le monde. Dans le monde d'aujourd'hui, les bouleversements scientifiques et technologiques sont tels que tout change et que même les conditions de la croissance économique, de la compétitivité, vous le voyez bien, une croissance limitée, une compétitivité difficile à accroître, etc. Tout est en train de changer sous le paradigme numérique en partie, qui correspond à mes yeux à quelque chose d'aussi important que l'invention de l'imprimerie pour le genre de l'humanité. Et donc, eh bien, évidemment, l'Europe a de nouveaux défis à relever. Ces premiers défis, elle les a gagnés. Ramener la stabilité sur le continent des guerres, la prospérité. Nous sommes au sommet de la prospérité, sous le regard de tout le monde. Aujourd'hui, nous avons des défis nouveaux à relever. On peut, si vous voulez, en parler. Économie, immigration, sécurité, défense, au moins ces trois-là. Eh bien, j'ai l'impression que nous avons les capacités de le faire. Et c'est ça que les gens attendent. Et lorsqu'ils auront la preuve que, en matière de lutte contre les insécurités, il y a une plus-value européenne. En matière de lutte contre l'immigration, il y a une plus-value européenne. Elle existe déjà, elle n'est pas visible. À ce moment-là, croyez-moi, les peuples réadhéreront à ce qui n'est pas un rêve européen, mais une réalité de l'Europe d'aujourd'hui. Oui, bon, brièvement, un accord avec ce que vous avez dit sur le déficit d'information, de connaissances. Je dirais qu'il est presque irréductible, malheureusement. C'est un peu comme quand vous êtes en Californie, ce qui se passe à Washington, c'est loin. Il faut quand même essayer de le réduire, hein, bien sûr. Le mouvement européen s'y emploie, on fait de l'information, les jeunes Européens vont dans les écoles, voilà. Il y a plein d'actions à faire. Mais c'est vrai que, comme le dit Jean-Dominique, il y a une responsabilité première des politiques, des acteurs politiques, hommes et femmes, sur ce sujet. La France a un handicap, hein, je le dis quand même. Quand Angela Merkel va au Conseil européen et qu'elle revient, elle comparait devant le Parlement national, au Bundestag. Ça crée des étincelles, ça crée de l'action, ça crée de l'information. Notre monarque ne va pas au Parlement. Il n'a pas le droit. De temps en temps, il convoque le Congrès, et d'ailleurs, quand il a fini de parler, il s'en va sans écouter ce que les représentants du peuple pourraient avoir à lui dire, parce que c'est la Constitution qui veut ça, hein, c'est pas personnel ce que je dis. Il y a quand même un petit sujet. Alors après, vous parlez, d'ailleurs, je vais au bout de mon idée. Claude Barthelone et Michel Vinocq, dans leur rapport sur la révision de la Constitution, avaient d'ailleurs préconisé de faire une exception, hein, sur les sujets européens, que puisque le chef de l'État chez nous, c'est le président de la République qui va au Conseil européen, qui vienne rendre compte au moins de ça. Alors qu'on envoie le Premier ministre qui n'a même pas assisté au Conseil européen. C'est quand même assez particulier, hein, notre système-là. Bon. Et donc personne ne s'intéresse d'ailleurs au moment où le Premier ministre qui n'a pas assisté au Conseil européen va rendre compte de ce qui s'est passé au Conseil européen. Pourquoi voulez-vous que les médias ou les citoyens s'y intéressent? Bon. Mais maintenant, une petite chose et une grande. La petite chose, vous parlez des fonds européens en France. Je vous donne une anecdote. J'ai travaillé à la DG Régio, donc la DG, la commission qui s'occupe de la gestion des fonds structurels. Il y a des obligations de publicité, hein. Il faut, à chaque fois qu'il y a un fonds européen dépensé quelque part en France, mettre une affiche, un panneau. Eh ben, il m'est arrivé d'assister à des réunions interministérielles en France où, en gros, des hauts fonctionnaires disaient il n'y a pas de raison de mettre un panneau, c'est simplement de l'argent français qui est passé à Bruxelles et qui revient, puisque nous sommes contributeurs nets. Voyez. Donc il y a même aussi des résistances au niveau politique. Je ne parle pas des élus locaux qui préfèrent dire que c'est leur argent plutôt que l'argent de l'Europe. Mais là, on est dans l'accessoire. Je crois que l'essentiel, c'était ma dernière remarque, c'est au fond ce qu'a dit Jean-Dominique sur le sens. Pourquoi on est là? Est-ce que, au fond, les Polonais ne sont pas europhobes, ils ne veulent pas partir, parce qu'ils voient bien ce que c'est. Les Grecs qui ont souffert au moment de la crise récente, qui souffrent d'ailleurs encore, ont bien compris pourquoi ils avaient intérêt à rester. Donc
la question du sens. Et au fond, puisque la construction européenne a très bien réussi, le sens, c'était la paix, la réconciliation, c'est fait à peu près. C'est pas parfait, hein, bien sûr, mais au moins cet objectif initial est accompli. Il y avait une forme de, voilà, des échanges. On va faire un espace d'échange économique, humain. C'est à peu près fait, avec plein de problèmes, bien sûr, mais c'était les objectifs initiaux. Donc, on est dans une forme de crise de la soixantaine. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment va-t-on plus loin? Et c'est ça qui, si vous voulez, pourra permettre, au-delà de telle ou telle politique ou de tel financement aux citoyens européens, de s'identifier ou de comprendre ce qu'ils font là-dedans. Bon. Mais maintenant, une toute dernière chose pour dire qu'il faut malgré cela, même s'il y a des enjeux communs pour l'ensemble des citoyens européens, par exemple la transparence des processus de décision à Bruxelles, hein, les mandats de négociation pour la négociation commerciale par exemple, la comitologie, là, comment ça marche. Et les glyphosates, là, hier, c'était bien d'ailleurs, parce qu'il y a eu une couverture médiatique importante. On a même su quel État avait voté quoi. Mais en règle générale, ce qui se passe dans les comités, on n'en sait rien. On ne sait même pas qui y va pour représenter la France. Bon. Donc oui, mais au-delà, les citoyens européens aujourd'hui, et je reviens à mon point d'avant, ils sont divisés. Attention à ça. L'euroscepticisme, il n'y en a pas qu'un, il y a des euroscepticismes. Il faut partir de là quand on veut se demander si l'Europe est malade. Il y aura une amputation, seulement une, mais il y a des fractures. Dans la crise de la zone euro, la majorité des Grecs ne pensait pas comme la majorité des Allemands. Dans la crise des réfugiés, la majorité des Hongrois ne pensait pas comme la majorité des Suédois. Donc il faut faire attention, hein, on est unis dans la diversité. Il ne faut pas croire qu'il y a d'un côté Bruxelles et de l'autre côté le citoyen. Non, il y a des citoyens unis, encore une fois, dans la diversité. Il faut gérer cette diversité et je crois insister, donc c'est là-dessus que je voulais terminer, sur le sens de l'appartenance à cette Union européenne. Et encore une fois, on le fait peut-être mieux quand on regarde par les fenêtres. Et voilà, là, il y a un monde, d'abord il est dangereux, il y a aussi des opportunités, mais il est instable. Et puis on n'est pas comme les Chinois, on n'est pas comme les Américains, on n'est pas comme les Africains, on est les Européens. Donc là, peut-être il y a une voie pour réduire parfois le déficit, non pas d'appartenance, hein, mais le déficit de sens qu'éprouve l'ensemble de nos concitoyens. Évidemment, c'est difficile d'être contre ça. Je crois que c'est des paroles d'or, en fait, qui sont tout à fait importantes. Je discutais l'autre jour avec la chef de la délégation européenne, Boulevard Saint-Germain, et on parlait de cet enjeu d'essayer de faire comprendre ce qu'était l'Europe, et elle me faisait peut-être une petite confession. Elle disait: on a eu une communication qui était devenue trop institutionnelle. Et d'ailleurs, elle s'est beaucoup attachée à utiliser des moyens, on va dire, contemporains de communication et avoir des messages qui sont assez clairs. Et je crois que ce qui m'a plu dans ce qu'elle m'a dit, c'est que effectivement, elle voulait revenir au sens de l'Europe. C'est-à-dire, plutôt que de dire on finance tel projet, et avoir quelquefois un peu laisser passer le sentiment que l'Europe est un tiroir-caisse, qui, à mon avis, a un mauvais sentiment. C'est-à-dire que si on voit l'Europe comme quelque chose qui est un guichet où on finance des projets sans trop savoir pourquoi on finance ces projets, on ne perçoit pas forcément le projet européen. Donc elle a envie de revenir sur ses fondamentaux, elle l'a fait d'ailleurs, mais je crois qu'au-delà de ça, ce qui me semble quelque chose d'intéressant, c'est que grâce ou par cette rupture de paradigme forte qui apparaît, à mon avis, principalement par la révolution digitale, mais aussi par les contraintes d'environnement, d'immigration, ce que vous avez énoncé, ces quelques grands projets, on peut redessiner, à mon avis, un projet européen qui était fort. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le temps, l'adhésion à l'Europe, elle a beaucoup varié. Elle a beaucoup varié parce qu'il y a eu des événements historiques comme l'effondrement de l'Est, qui a fait qu'il a fallu fédérer, et puis que ça a été quand même une source d'espoir à un moment, et qu'on a eu des avancées qui ont été très majeures en matière d'intégration, extrêmement visibles, sentiment d'une sorte de liberté européenne qui s'est exprimée. Moi, j'observais il y a peu de temps qu'il y avait eu une feuille de route qui avait été énoncée, je crois, à la fin des années 80, c'est quand même il y a un certain temps, où on parlait 6 ans plus tard de mettre en œuvre une TVA à l'échelle européenne, ce qui évidemment n'est pas apparu. Donc il y a eu un arrêt
une stratification de la vision du projet européen. Je crois qu'il faut le reconnaître quand même, une certaine bureaucratisation de tout ça, une désaffection de la parole politique, et je crois que ce n'était plus une source d'inspiration. Donc les gens ont vu dans l'Europe les mots du dysfonctionnement de leur pays propre, et on se rend compte aujourd'hui que finalement on est sur une forme de village planétaire avec des opportunités et des menaces. Et je crois que aujourd'hui, même effectivement les pays les plus réactionnaires en Europe voient très bien qu'il n'y a pas la possibilité d'être tout seul. Comment vous allez protéger votre frontière dans un contexte où il y a des menaces extérieures qui sont potentiellement très importantes, on vient de le voir. Comment est-ce que vous allez faire en sorte que les enjeux d'environnement qui sont globaux, on puisse avoir une taille critique suffisante pour pouvoir avoir des stratégies qui portent? Comment est-ce que ces enjeux de plateforme numérique, vous allez les résoudre? Donc là, je crois qu'il y a des choses importantes à dire, et je suis très attentif au fait que ces enjeux sont compris au niveau politique. Je vais être un peu anguleux là sur cette affirmation, mais je crois qu'on a eu des classes politiques qui se sont un peu laissées aller, qui ont oublié de porter des projets, et des projets européens en particulier, qui soient versés et ancrés dans la modernité, et sans vouloir faire une forme de credo politique, d'appartenance politique. Moi, je me réjouis quand même de ce qui s'est passé, parce que même si tout n'est pas parfait et que ce gouvernement aura certainement des biais et des défauts, au moins il est pro-européen et il a commencé à énoncer un projet. Et je crois que ce qui vraiment manque le plus, et pas seulement ce qui manquait le plus à une échelle nationale, mais à une échelle européenne, à une échelle des nations également, c'est de comprendre cette rupture de paradigme qui s'exprime au travers de la révolution digitale, au travers de ce nouveau projet de modernité. On peut, je crois, repenser le monde avec un niveau finalement de rupture qui est beaucoup plus fort qu'on le croit, grâce à l'émergence de ce nouveau paradigme. Et c'est vraiment un message d'espoir que je crois qu'on peut affirmer. C'est-à-dire que les très très grands problèmes qui nous font face, je n'ai pas le temps d'en débattre aujourd'hui, mais on peut les repenser, et c'est avant tout au travers d'une affirmation politique, d'une sorte de vision collective qu'on arrivera à les résoudre. Et je crois que c'est quelque chose qui est convenu dans les grandes plateformes à l'échelle globale. Alors, en effet, l'Europe doit faire face à de nombreux défis, et on voit que les Français sont de plus en plus désireux d'avoir une réponse qui serait plutôt européenne à ces défis, que ce soit le terrorisme ou le chômage. Alors, est-ce qu'il ne serait pas temps également, grâce aussi au recul qu'on peut observer en France depuis l'élection d'Emmanuel Macron de l'euroscepticisme, est-ce qu'il ne serait pas temps rapidement de mettre en place de grandes réformes pour l'Europe, et ces réformes, quelles pourraient être ces réformes, et est-ce qu'elles devraient être prises à l'ensemble des 28 pays, ou alors en comité, disons, plus restreint, et ensuite appliquées peut-être dans d'autres pays? L'Europe a plusieurs vitesses. Hein, c'est ça votre question. Alors, moi j'ai un point de vue très particulier là-dessus, n'est-ce pas? On a longtemps parlé, c'était une proposition de deux amis allemands, Wolfgang Schäuble et M. Lammers, noyau dur. C'était il y a déjà longtemps. On parle aujourd'hui de plusieurs cercles, de plusieurs vitesses, de l'Europe de l'euro. Bon, moi je vous mets en garde. L'objectif de l'Union européenne, c'est de rapprocher les peuples, c'est pas de les diviser. Donc, si vous dites qu'il y a un noyau dur, ça veut dire qu'il y a une écorce molle, si vous me permettez l'expression. Donc moi, je ne vais pas aller expliquer aux Polonais ou aux Hongrois qu'ils appartiennent à des Européens de seconde zone. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas l'objectif de l'Europe, ce n'est pas dans l'esprit européen. Et donc, pour sortir de cette problématique, j'ajoute au passage que nous avons fait toutes les études les plus sérieuses, Yves et moi, avec nos équipes, pour voir qui étaient les empêcheurs de tourner en rond en Europe. Ce n'est pas ce qu'on croit toujours. C'est plutôt nous que les récents. Hein. Donc, soyons modestes aussi. Mais je ne veux pas m'égarer. Je crois qu'on ne peut pas exclure, on ne peut pas dire il y a des Européens de seconde zone, etc. Je crois que la meilleure manière de progresser, c'est par l'exemple.
Et évidemment, quand on pense à l'exemple, on pense, et je le dis en présence du président de la Fondation Adenauer, ancien président du Parlement européen, M. Hans-Gert Pöttering, qui est une personnalité éminente de l'Allemagne, de la vie politique allemande, on pense naturellement à la France et l'Allemagne pour montrer l'exemple, pas pour donner des leçons, pas pour dire ce qu'on veut pour nous et que les autres restent à part. Non, on va montrer l'exemple. Et si nous arrivons, après les élections allemandes, après les élections françaises, à faire redémarrer un agenda positif franco-allemand qui s'occupe de sujets importants sur lesquels on n'est pas naturellement d'accord, l'accueil des réfugiés et des immigrés. Nous, Français, on a aussi quelques suggestions à écouter de la part de nos amis allemands, et on peut échanger sur le sujet aussi. En matière de fiscalité, en matière d'économie, ce n'est pas la peine d'aller tout de suite se déchirer, de savoir s'il faut un ministre ou un budget de la zone euro. Mettons-nous d'accord en 10 ans, en ayant à peu près le même taux d'impôt sur les sociétés. Vous allez voir l'effet produit sur les marchés financiers. Là, vous avez 150 millions d'habitants, aussitôt rejoints par les pays du Benelux, qui ont la même fiscalité, qui représentent 75% de la zone euro et 80% du PIB chinois. Ce n'est pas rien, quand même. Faisons des choses comme ça, très concrètes. Essayons de rapprocher les conditions que nous faisons aux demandeurs d'asile. Pourquoi en Allemagne on peut travailler quand on est demandeur d'asile et en France on ne peut pas? Pourquoi quand vous n'avez pas le droit d'asile en France, on vous relâche devant l'aéroport de Roissy et puis vous disparaissez dans la nature, etc., etc. Faisons des choses très précises, très concrètes et qui contribuent à résoudre les problèmes que nos concitoyens veulent qu'on résolve. En matière économique, je pense notamment à la fiscalité. Emmanuel Macron a fait la bonne analyse de dire, avant d'aller donner des leçons aux uns aux autres, ou de discuter avec mes amis allemands, je m'engage à mettre l'économie française en ordre, les finances publiques françaises en ordre. Il le fait très courageusement. À mon avis, c'est le préalable à une relance par l'exemple. J'appelle ça l'intégration par l'exemple. Regardez ce qui se passe. Monsieur Le Drian, sous le précédent quinquennat, et Madame von der Leyen ont pris 3 décisions assez modestes. Partager nos avions de transport militaires, les mettre en commun, pour que ça coûte moins cher et puis qu'ils volent au moins, parce que sinon ils sont dans les hangars. Partager la formation de nos pilotes d'hélicoptères et la maintenance de certains matériels. Et puis ils ont dit on voudrait faire une coopération structurée permanente, au sens des traités. Et donc la France et l'Allemagne ont dit ça modestement, sans donner de leçons à personne. Le Conseil européen du mois de décembre, du 14 et 15 décembre, doit entériner cette coopération structurée permanente. 23 États membres veulent en faire partie. Donc nous avons donné la leçon à personne. Nous avons dit on va faire ça ensemble, parce qu'on se ressemble, parce qu'on a travaillé, parce que... Voilà. Et puis aussitôt, il y a un intérêt européen. Donc l'intégration par l'exemple, c'est à mon avis comme ça que ça va fonctionner. C'est comme ça que le président Macron l'entend, à mon avis, comme analyste, comme observateur. Et ce n'est pas l'Europe à plusieurs cercles, ce n'est pas l'Europe à plusieurs vitesses. C'est une Europe très concrète qui nécessite beaucoup de travail et des réponses très pointues à des attentes réelles de nos concitoyens. Je les ai citées. À mon avis, elles sont de 3 ordres. Sécurité, défense. On ne peut pas rester les jouets des autres. Et nous devons exister petit à petit comme une puissance dans le monde pour promouvoir nos normes et pas seulement les défendre, parce que nous avons un modèle social, environnemental, économique, démocratique à défendre. Nous ne sommes pas des Américains, nous ne sommes pas des Chinois. Je vous rappelle que le président Macron est le premier président français qui le dit comme ça dans ses discours officiels, que ce soit à Athènes ou à la Sorbonne. Nous ne sommes pas des Américains, ce sont nos alliés, parce qu'on est du côté du camp de la liberté. Nous ne sommes pas des Chinois, parce qu'on n'est pas que des marchands décidés à... Voilà. Et donc, nous avons aussi un message européen. Croyez-moi, ce message, il est très fort dans le monde. Vous pouvez aller jusqu'en Australie, au Japon, en Amérique du Sud, on regarde l'Europe. Un monde sans Europe, un monde sans une Europe forte, ce serait un monde à qui manquerait quelque chose. On peut le faire par l'exemple, faire redémarrer de la gare de Bruxelles un train européen dans lequel monteront petit à petit les uns et les autres. Alors,
si c'est un train à grande vitesse, moi je suis comme Jean-Dominique, je déteste l'expression Europe à plusieurs vitesses. De toute façon, politiquement, si on demande aux gens, vous voulez quoi? Une Porsche, une Trabant, je le dis devant vous, Monsieur Pottering, ou alors... Enfin, il y en aura qui auront des Porsche, il y en aura d'autres qui auront des Trabants. En termes de marketing politique, c'est formidable, hein, comme ça va marcher. En fait, il faut une Europe à pleine vitesse, simplement à différents niveaux. Il y a le niveau de l'Europe à 28 qui est bientôt 27. Là, le changement climatique, c'est là. Mais il faut aller à fond contre le changement climatique, vite. La régulation financière, il y a plein de sujets globaux. Et puis, il y a des sujets aussi au niveau de l'espace Schengen. Et puis, il y a des sujets au niveau de la zone euro. Il faut aller vite partout. Si s'installe l'idée que quelques-uns vont aller devant, qui ne vont plus s'occuper que de leurs affaires à eux, et puis que après tout, les autres resteront derrière, il va y avoir un problème. Et il y a déjà d'ailleurs un problème, et c'est d'ailleurs ce que j'ai signalé tout à l'heure, dans le dynamisme d'Emmanuel Macron, c'est cette crainte qu'après tout, on puisse, même en voulant donner l'exemple, partir devant, qui même me suivent, et puis en même temps, si les autres ne suivent pas, tant pis. Mais attention, si moi je veux prendre une métaphore, on a l'impression d'une fusée dont on mettrait en route le 3e étage pour partir devant. Mais sauf que le 2e et le 1er étage, on va continuer à en faire partie. Le marché unique, la politique commerciale, la lutte contre le changement climatique, c'est le 1er étage, ça, et on y est tous. C'est pas parce qu'on irait au 3e étage entre nous faire des choses entre Français, Allemands et quelques autres qu'on ne sera pas encore au 1er étage. Et le 2e étage, si je veux dire que c'est l'espace Schengen, bah oui, là c'est pareil, on y restera. Et donc attention à ne pas donner l'impression qu'on va se concentrer sur le 3e étage, parce que sinon, ceux qui seront fâchés d'avoir été relégués au 1er ou au 2e, eh ben, ils pourront créer des problèmes dans la façon dont ça fonctionne à ce niveau-ci. Attention à la crise de copropriétaires. Maintenant, pour rentrer dans le concret, je pense que le mérite d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir combiné une vision et des objectifs très précis, des projets très précis. Alors, vu le temps imparti, je me concentrerai seulement sur un registre qui est celui de la sécurité collective. Moi, je crois que c'est là qu'on peut aller plus loin parce qu'on le doit. On le doit. Le monde est quand même dangereux. Je crois qu'il y a une insécurité. Vous voyez, tout à l'heure, j'étais en retard parce qu'en passant vers la place de la République, square du Temple, il y avait des pompiers partout. Il se trouve que c'est pas très loin du Bataclan, tout ça. Alors, à quoi j'ai pensé? Voilà, j'ai pensé, ça y est, ça recommence. Je pense qu'on est tous, moi le premier, angoissé parce qu'il y a des attentats terroristes. Et il y en a eu et il y en aura encore, malheureusement. Il y en a eu en France, il y en a eu en Allemagne et il y en aura d'autres, malheureusement. Il faut lutter contre ça. Nos alliés américains sont nos alliés, mais ils ont vraiment envie qu'on prenne notre destin en main, comme l'a dit Angela Merkel. Il faut qu'on prenne notre destin en main. Il y a aussi des sujets d'instabilité à nos frontières extérieures. Le Corps européen de garde-frontières pourrait être transformé en police européenne de l'air et des frontières, comme l'a proposé d'ailleurs Emmanuel Macron. Je crois que ça, c'est absolument déterminant. Et je termine sur un point qui va plus loin que l'angoisse, je dirais, sécuritaire. Je crois que nous, Européens, avons une angoisse identitaire. Être Européen, pendant des siècles, c'était être le centre du monde et même dominer le monde. C'est particulièrement vrai dans un esprit français. Je confesse ma francité en disant cela. Et puis, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Nous ne sommes plus que 6% de la population mondiale, 6, bientôt 5, quand les Britanniques nous auront quittés. Et non seulement nous ne sommes plus le centre du monde, mais même chez nous, on a l'impression de ne plus maîtriser grand-chose. Voilà. Et donc, là, il y a un vrai sujet vital sur lequel il faut délivrer non pas seulement un discours, mais des actes. J'ai cité le Corps européen de garde-frontières, Jean-Dominique a cité l'harmonisation des droits d'asile, toute une série d'actions qu'il faut mettre en face d'angoisse identitaire qu'exploitent sinon les partis extrémistes et xénophobes. Je crois qu'une partie de l'avenir de la construction européenne va se jouer sur ces thématiques-là. Je suis évidemment tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Donc ça ne sera pas un débat confrontationnel. Je vais paraphraser ce que j'ai dit tout à l'heure parce que je pense que c'est vraiment important. Mais il me semble que une des grandes raisons de la désaffection que l'on a à l'égard de l'Europe vient du fait qu'elle est devenue technocratique plutôt que capable d'affirmer une vision politique. C'est la conséquence d'un certain nombre de chocs qu'on a connus, des crises économiques qui ont fait qu'un certain nombre
de nations se sont renfermées sur elles-mêmes et ont été incapables de porter un projet européen. Ce serait un peu long de rentrer là-dedans, mais encore une fois, nous avons cette opportunité extraordinaire qui est cette révolution technologique. Je crois que c'est important de le dire. Il n'y a pas d'endroit dans le monde où il y a plus de capital humain qu'en Europe. Or, les révolutions technologiques, avant d'être de la technologie, c'est du capital humain. On a besoin de ce capital humain et ce qu'il nous faut, c'est d'être capable de l'orienter, c'est-à-dire de définir quelques objectifs simples et importants, dont la sécurité. La sécurité, c'est aussi d'être capable de savoir qui traverse nos frontières, évidemment sans obérer les libertés publiques, et on peut le faire par la technologie, et tout un tas d'autres enjeux absolument fondamentaux que j'ai évoqués tout à l'heure, dont l'environnement. Mais je crois que pour être capable d'énoncer ça, il faut des gens qui le comprennent et qui sont capables de l'articuler et de le rendre compréhensible par les citoyens européens. J'ai tendance à penser que nous commençons à rentrer dans cette phase-là, et me semble-t-il, et là moi aussi je vais pas le paraphraser, je vais le citer, Michel Serres. Michel Serres, il dit quelque chose qui est, à mon avis, plus vrai au XXIe siècle, dans cette phase d'aplatissement du monde, qu'à aucun autre temps. Il dit, finalement, au XXIe siècle, la légitimité, c'est la compétence, c'est l'expertise. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus vous prévaloir d'un titre, d'une élection, je ne sais quoi. Vous devez affirmer un projet qui est légitime parce que vous l'avez travaillé, parce que vous l'avez co-créé, etc., etc. Donc ça, c'est finalement, je crois, quelque chose qui doit s'inscrire au cœur de l'Europe, la capacité de co-construire ces projets, faire en sorte qu'on s'en empare collectivement, qu'on ait une vision partagée. Et c'est que comme ça qu'on arrivera à concéder des choses. C'est-à-dire qu'on pourra dire, OK, j'adhère à cette nécessité de cette vision technologique, politique, entre guillemets, et je suis prêt à concéder certains éléments de ma souveraineté parce que les avantages sont supérieurs aux inconvénients. On a perdu ça, et on a l'opportunité de le reconstruire. Eh bien, je crois que c'est ça l'Europe de demain, ce qu'elle doit être. Avoir quelques visions sur quelques grands sujets, être capable de l'expliciter. Et là, je crois qu'on vivra une renaissance de l'Europe. On n'est pas loin de ça. On n'est pas loin de ça. Il y a l'accord de Paris, il y a ce paradigme numérique, quelques autres grands sujets, quelques sujets défensifs comme les enjeux de sécurité. Il nous faut des gens pour porter ça. J'ai bon espoir que Emmanuel Macron soit l'un de ceux-là. Merci à tous les trois. Malheureusement, on a un peu débordé sur le temps, donc on n'a pas le temps de faire les questions du public. Un grand merci à tous pour cette conférence.